Euh, Parfait, bonsoir ou bonjour tout le monde. Merci encore de nous rejoindre dans notre webinaire sur la santé financière de la communauté. Dans ce webinaire, on va voir les fondamentaux de l'investissement, de la prise de risque au respect de vos valeurs, nos valeurs. Puis, je suis content d'avoir Julien qui va faire ce webinaire aujourd'hui. Julien, je te passe la parole, puis partage ton écran, puis on commence. Parfait, je commence tout de suite. Merci Naoufel. Donc, comme Naoufel l'a dit, aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire de notre série. On va parler d'investissement dans la suite du premier webinaire qu'on avait fait ensemble. Premier webinaire que vous pouvez aller voir sur le site de QueerTech. Donc, tous les webinaires qu'on va faire vont être en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les regarder, les partager et puis nous poser des questions. Si vous avez des questions, on est toujours disponible. Donc, notre équipe, on est en partenariat avec QueerTech depuis quelques mois avec le premier webinaire et on va continuer comme ça pendant toute l'année 2022. Et si vous voulez nous contacter, donc Fernanda est sur l'appel aujourd'hui aussi, et Jeffrey qui, lui, va parler plutôt anglais et chinois. Fernanda, plutôt espagnol, français et anglais, en fait tout. Et puis moi, anglais et français. Vous pouvez nous contacter avec les réseaux sociaux ou directement par courriel sur le courriel de Jeffrey. N'hésitez pas à nous poser des questions, on est là pour ça. C'est aussi pour ça qu'on fait ces webinaires et c'est pour aider les gens de la communauté. Donc, il n'y a pas de questions stupides, il faut ne pas hésiter à nous envoyer des questions et on sera ravis de pouvoir vous renseigner et vous aider. Alors, un petit avertissement pour commencer. Bon, je suis allé un petit peu vite. Un petit avertissement pour commencer. C'est exactement ce que je disais à l'instant. En fait, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à venir nous les poser. Et pareil, si vous avez besoin de conseils personnalisés pour votre situation sur des sujets comme de la comptabilité, les impôts, des sujets juridiques, etc. C'est bien d'aller voir des professionnels pour ça, plutôt que de rester avec des conseils généraux. Aujourd'hui, on va vraiment donner des conseils généraux. Après, ça dépend de chaque personne, de chaque situation, chaque objectif. Donc, c'est bien important de comprendre que les conseils d'aujourd'hui sont très généraux, s'appliquent au plus grand nombre, mais c'est bien de voir ça avec des professionnels pour votre cas précis. Aujourd'hui, on va parler de fondamentaux de l'investissement. Ça va en continuité avec ce qu'on avait vu au premier webinaire. Donc, je voulais récapituler rapidement ce qu'on avait vu au premier webinaire, qui était en fait la construction de l'épargne, les bases de la construction de votre épargne ou de votre richesse, comme on dit souvent en anglais. Mais l'idée, c'est vraiment pour votre épargne, c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le premier webinaire, de définir vos objectifs, de commencer tôt, d'épargner évidemment régulièrement et automatiquement pour oublier un petit peu qu'on épargne, et puis connaître les outils à utiliser correctement. La dernière fois, on avait parlé de REER, de CELI. Donc, c'est vraiment important de connaître ces outils-là, au moins la base, pour savoir à quel moment on les utilise et comment on les utilise. Et évidemment, demander conseil et se faire aider, ça peut être une très bonne chose aussi de ne pas rester tout seul et de se faire aider pour organiser tout ça. Donc, la construction de vos épargnes, ça passe, on disait, par des comptes comme les REER, CELI, REE, ou des comptes non enregistrés. On ne va pas repasser tout le détail de ces comptes-là. Vous pouvez aller voir la vidéo du premier webinaire. Mais rappelez-vous, donc, REER plutôt à long terme, pour des projets à long terme, premier achat immobilier. CELI pour des projets d'investissement à moyen et long terme, pour essayer de faire fructifier votre argent à l'abri de l'impôt. REE, c'est plus pour des enfants, donc c'est pour des enfants, pour les études postsecondaires des enfants. Et comptes non enregistrés, donc des comptes d'investissement ou des comptes d'épargne classiques pour des fonds d'urgence à court terme, etc. Tout ça, n'hésitez pas, si vous regardez le premier webinaire et si vous avez des questions par rapport à ça, vous nous renvoyez des questions et on peut vous aider, que ce soit Fernanda ou moi, on peut vous aider avec tout ça, il n'y a aucun problème. Donc, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui, qui est l'investissement.
En fait, que ce soit dans ces comptes-là qu'on a vus, donc REER ou CELI ou autre type de compte, l'idée, c'est d'investir à l'intérieur ou à l'extérieur et d'avoir plusieurs types d'investissements. Mais pour commencer, en fait, avec l'investissement, une des bases les plus importantes, c'est de savoir évaluer le risque que vous pouvez prendre. Parce qu'en fait, il n'y a aucun investissement qui vient sans risque. Un investissement sans risque, ce n'est pas un investissement, en fait. Ça vous rapporte quasiment rien. Donc, tout investissement vient avec un risque. Et les investissements, ça fluctue. Donc, surtout quand on parle, par exemple, d'investissement sur le marché, c'est là où on voit le plus cette idée de fluctuation, cette idée de volatilité. Donc, c'est un des risques les plus importants. Donc, on sait que, voilà, en fonction de comment va l'économie mondiale ou l'économie américaine, canadienne ou européenne, ben les marchés, en fait, vont fluctuer. Et donc, vos investissements et les investissements en général vont fluctuer. Et ces types de risques, en fait, il n'y en a pas qu'un. La volatilité, donc les hauts, les bas, c'en est un. Mais on parle, par exemple, aujourd'hui beaucoup d'inflation, qui peut être un gros risque par rapport aux investissements et plutôt un risque par rapport au non-investissement, justement. C'est-à-dire le fait de garder la totalité ou une très grosse partie de vos épargnes dans quelque chose qui ne rapporte rien fait que, par défaut, vous perdez de l'argent parce que l'inflation fait que votre argent a de moins en moins de valeur quand il n'est pas, quand il n'est pas investi, quand il ne fructifie pas. Donc, le risque, c'est présent tout le temps quand on investit. Il y a tout le temps cette prise de risque si on veut essayer de générer plus d'argent sur le futur et de faire grandir la valeur en fait de ces investissements. Et donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, de l'accepter surtout et de reconnaître votre tolérance au risque. Parce que le risque, en fait, ça peut être très, comment on dit, pratico-pratique, du genre quels sont vos objectifs. Donc, est-ce que l'objectif, c'est d'utiliser l'argent dans un an, dans 6 mois? Donc, à ce moment-là, on prend beaucoup moins de risques, voire pas du tout de risques, parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'argent, parce que nos objectifs est, par exemple, un achat immobilier dans quelques mois. Et d'autres types d'objectifs qui auront un objectif plus long terme, on va dire, moyen terme, long terme, plusieurs années, des fois ça peut être 5, 10, 15 ans. Dans ces cas-là, la prise de risque est en général pas la même parce que vous avez plus de temps de voir venir. Donc, même s'il y a des hauts et des bas dans vos investissements, même s'il y a des fluctuations, vous avez moins le stress de prendre des risques et donc moins le stress de perdre de l'argent. Donc, les deux premiers, quels sont vos objectifs et quand aurez-vous besoin de l'argent? C'est très pratique en fonction de vous, très concret en fonction de vous, de vos objectifs. Le troisième point, qui est un peu plus psychologique, on va dire, c'est comment vous réagiriez si vos investissements chutaient en quelques jours, en quelques semaines, en une année. Et souvent, quand je me retrouve face à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'investir et qui investit pour la première fois, on va regarder ça concrètement, du genre, tu as 10 000 $, si tes investissements diminuent de 5%, comment tu te sens? En quelques jours, en quelques semaines, ça diminue de 5%. Est-ce que tu vas paniquer ou est-ce que ça te conviendra? Maintenant, est-ce que si c'est 10%, moins 10%, ou est-ce que si c'est moins 20%, tu réagis de la même manière? Donc ça, c'est des questions que nous, on pose en tant que conseiller tout le temps, mais c'est des questions que vous devez vous poser naturellement, en fait, dès que vous réfléchissez à un investissement. Donc, normalement, vous ne devriez pas attendre que quelqu'un vous la pose, c'est vraiment des choses que vous devez vous poser dès que vous parlez d'investissement. Et là, je parlais particulièrement d'investissement sur le marché parce que c'est souvent ce qu'il y a de plus concret, de plus facile à voir parce que ça monte, ça descend tous les jours. Mais ça peut être n'importe quel autre type d'investissement, immobilier, etc. Il y a toujours cette idée de risque, toujours cette idée de haut et de bas.
et en plus une idée de liquidité est-ce que je peux facilement retirer cet argent? C'est pour ça que c'est important de connaître vos objectifs et le timing, quand est-ce que vous aurez besoin de cet argent. Donc, très important de reconnaître et d'évaluer en fait votre prise de risque. Et à partir de ça, vous allez pouvoir, à partir de votre profil en fait et du risque que vous pouvez prendre, sur ça, vous allez pouvoir après construire vos investissements, développer vos investissements. Et là, on va parler de diversifier en fait vos investissements, diversifier vos actifs, comme on dit. Parce qu'au final, vous allez voir que dans les slides qui suivent, on va vraiment montrer que la diversification, c'est ce qu'il y a de plus important et il y a les moyens de diversifier beaucoup. Premier exemple d'investissement, alors ceux-là sont des exemples d'investissement qu'on peut avoir dans des CELI, dans des REER, tout ce qu'on disait au début, les comptes, les outils qui nous sont offerts et qui permettent d'investir sur le marché. Les trois les plus souvent utilisés si on veut vraiment investir de manière active sur le marché ces temps-ci, ça va être les actions. Donc les actions, vous avez déjà entendu parler d'actions, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des parts de compagnie. Les obligations qui, là, seront plus comme des parts d'un emprunt, c'est-à-dire que c'est généré par un gouvernement, par une municipalité, par une entreprise qui souhaite lever de l'argent. Et du coup, c'est plus comme une part d'emprunt avec des taux d'intérêt, des intérêts qui sont remis des dates limites, etc., par rapport à ces intérêts-là. Et les fonds mutuels, qui, ça, vous risquez d'en entendre beaucoup parler. Fonds mutuels, c'est en fait un mix entre des actions et des obligations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer vraiment l'idée de ce que c'est un fonds mutuel, parce que vous risquez de le rencontrer souvent. C'est en fonction, après, c'est construit en fonction de différents objectifs, qu'on soit conservateur ou qu'on soit agressif ou qu'on soit équilibré dans justement notre prise de risque et nos objectifs d'investissement. Vous voyez qu'en fait, c'est un mix de plein de titres, d'obligations, d'actions. Et ça, c'est géré par des compagnies d'investissement, gérées plus ou moins activement selon les compagnies et selon les fonds. Donc ça, c'est des choses à étudier aussi. Et c'est là que des conseillers peuvent vous aider à faire des choix et à regarder qu'est-ce qui vous convient le plus, en fait, par rapport à ces fonds-là. Investir dans des fonds mutuels, c'est très passif pour vous en tant qu'investisseur parce qu'il y a quelqu'un qui gère ça pour vous au final. Alors qu'investir dans des actions vous-même, par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus actif. Donc, à faire attention, ça c'est pareil, c'est une question de personne, une question d'individu et de vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire exactement avec vos investissements. Maintenant, vous allez voir deux images qui sont un peu indigestes dans leur présentation. En fait, vous voyez beaucoup d'informations. Ça, c'est juste pour expliquer que les gagnants changent en fait au fur et à mesure des années. Donc là, vous voyez en face de vous, vous avez une liste de pays et les retours annualisés en fait des marchés de chacun de ces pays. Et vous voyez que c'est dans les 20 dernières années. Et en fait, on voit que chaque année, les gagnants sont différents et les perdants sont différents chaque année. Et ça varie chaque année, ce qui nous fait ce très joli patchwork de couleurs. Et tout ça pour dire qu'en fait, la diversification géographique est une des diversifications les plus importantes et que ce n'est pas juste dire « Ah ben moi, mon portefeuille est diversifié parce que j'investis dans le marché américain ou nord-américain et c'est déjà très diversifié. » Alors oui, c'est diversifié peut-être au niveau des industries, on va voir ça ensuite, mais au niveau géographie, si le marché nord-américain ne va pas bien, tout de suite, ça va se sentir dans vos investissements. Si par contre, vous avez fait attention à diversifier vos investissements au niveau géographique, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas uniquement des investissements dans le marché nord-américain, mais aussi en Asie, en Europe ou ailleurs, à ce moment-là, comme les gagnants changent, si le marché nord-américain va moins bien une année, peut-être que le marché asiatique ou le marché européen va tirer vers le haut, et à ce moment-là, ça vous permettra de limiter le risque, donc on parlait de risque tout à l'heure, de limiter le risque et d'être
plus gagnant sur le long terme, en fait. Donc, diversification très intéressante sur sur court terme, moyen terme, long terme, parce que ça permet de limiter vos risques. Et ce deuxième tableau, toujours aussi impressionnant, mais en fait, ça, c'est par rapport au type d'actifs. Donc, quand on a des fonds, par exemple, on va parler de type d'actifs. Vous allez peut-être entendre parler de large cap, comme on dit. Donc, c'est grande capitalisation ou petite capitalisation. En gros, des regroupements d'actions, des regroupements d'obligations. Certains, ça va être des grosses compagnies américaines, par exemple. Donc, c'est ce qu'on entend par US Equity Large Cap. D'autres, ça va être des petites compagnies, donc small cap, qui sont pas peut-être, qui peuvent être non-US ou qui peuvent être US. Donc, vous voyez en fait tout ce que ça veut dire là. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre plus loin. Ce que ça veut dire, c'est que chaque année, les gagnants ne sont pas les mêmes. Donc, c'est toujours cette idée en plus d'avoir une diversification géographique, c'est important d'avoir une diversification au niveau des industries dans lesquelles on investit et des types de compagnies dans lesquelles on investit aussi. Donc, des grosses compagnies, des petites compagnies, un mélange des deux, des obligations, etc. Donc, c'est bien de diversifier quand vous pensez à l'investissement. Là, c'était plus appliqué au marché parce que c'est souvent ce qu'on rencontre quand on va investir dans des CELI, dans des REER. On parle souvent d'investir sur le marché. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté depuis 2-3 slides sur la diversification sur le marché. Mais on parle aussi de diversification en dehors du marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les investissements financiers. Donc, vous voyez, investissement financier, c'est tout ce qu'on a vu, plus vous entendrez peut-être parler de fonds négociés en bourse, FNB, qui sont en fait des regroupements d'actions que vous pouvez acheter ou vendre très facilement, en fait, si vous avez des apps pour acheter, vendre des actions, etc. Vous pouvez aussi acheter, vendre ce type de choses. Vous allez peut-être entendre parler d'options, de futurs et évidemment de crypto. On aura un petit mot sur les cryptos tout à l'heure juste pour vous donner un avis sur ça. Vous avez évidemment les métaux, donc ça, on en entend moins parler aujourd'hui, mais on peut très bien acheter de l'or, de l'argent, même du vrai or et du vrai argent qu'on peut stocker à la banque ou chez soi. C'est aussi un type d'investissement. On entend beaucoup parler d'immobilier, évidemment. C'est un autre type d'investissement qui peut être intéressant dans un portefeuille, dans votre portefeuille général, que ce soit de l'immobilier en dur ou alors des fonds qui représentent des capitaux immobiliers, des actifs immobiliers. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent. Et enfin, il y a l'assurance vie. On va un petit peu en parler aussi, je vais en dire quelques mots plus tard. L'assurance vie qui peut être un type d'actif, un type d'investissement, particulièrement pour les gens qui ont déjà maximisé tout ce qui est leur CELI, leur REER et qui ont encore de l'argent à investir. Ça peut être un bon choix. On va en parler tout à l'heure. Donc, je voulais, par rapport au marché, parce que, comme je disais, c'est souvent ce que vous allez rencontrer très facilement. Vous allez rencontrer cette idée d'investir sur le marché parce que c'est ce qu'on fait du moment où on ouvre un CELI, on va choisir un fonds, ça c'est la base. Si vous ne voulez pas aller plus loin dans l'investissement, ça c'est déjà la base. Investir dans des fonds, dans des CELI ou des REER, par exemple. Et donc là, nous, ce qu'on voit au jour le jour avec nos clients, c'est vraiment des erreurs en fait qu'on peut éviter par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc, on va commencer par la dernière, en fait, qui est de ne pas être assez diversifié, parce que ça, c'est exactement ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer il y a quelques minutes. Et si vous n'êtes pas assez diversifié, c'est souvent une erreur très commune, particulièrement si vous achetez vous-même vos actions et que vous gérez vous-même, c'est hyper difficile de diversifier correctement. Mais il faut quand même garder ça en tête et essayer de le faire autant que possible. Après, je vous conseille de faire attention avec l'idée de prédire le marché, ou on dit de timer le marché, parce que c'est extrêmement compliqué et d'être gagnant à chaque fois en essayant de prédire le marché, à moins que vous fassiez ça de votre vie tout le temps,
ça risque d'être très compliqué si vous faites ça en dilettante, en fait. Si vous faites ça juste comme ça pour vous amuser, en gros. Aussi, faites attention de ne pas vous concentrer sur les performances passées. C'est une erreur commune qui est de je regarde un fonds mutuel, par exemple, ou n'importe quel fonds ou une action, puis je regarde les performances, puis je dis il y a eu des super bonnes performances pendant les 10 dernières années. Ce n'est pas parce que les performances ont été bonnes sur 10 ans que les performances des 10 prochaines années vont être les mêmes. Donc, faites très attention de ne pas vous baser uniquement sur ça. Et ça, c'est souvent l'idée de se laisser diriger par nos émotions. Et quand on investit sur le marché, les émotions, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Donc, il ne faut pas se laisser diriger par la peur ou le stress ou l'inverse, c'est-à-dire l'excitation de voir ça a l'air d'être intéressant parce que il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça, puis hop, vous rentrez dedans, puis c'est peut-être déjà trop tard. Donc, faites attention avec les émotions, que ce ne soit pas votre moteur de décision. Faites attention avec les gros titres, les soi-disant experts qui fleurissent en ligne, les gros titres qui vous font cliquer pour… vous ne savez pas qui les a écrits, vous ne savez pas qui a payé pour les écrire, vous ne savez pas pourquoi ça a été écrit. Donc, faites extrêmement attention avec tout ça. C'est des choses qui peuvent vraiment handicaper vos investissements et vos finances sur le long terme. Pour rester dans cette idée, on entend souvent parler de trading. Donc, pour moi, le trading, c'est vraiment l'idée de le faire au quotidien, c'est-à-dire les gens qui vont acheter, vendre des actions. Aujourd'hui, c'est hyper facile. Vous avez des applications gratuites qui vous permettent de faire ça autant que vous voulez quasiment et en temps réel. Faites attention quand vous voulez faire ça au quotidien parce que être trader, en fait, c'est vraiment un travail à temps plein. Donc, c'est comme je disais, si vous souhaitez timer les marchés, il faut vraiment que vous connaissiez bien les marchés, et presque que ce soit votre travail, en fait. Parce que sinon, si vous faites ça juste comme ça de temps en temps parce que vous avez lu tel truc et puis vous pensez que, etc., en fait, ça s'apparente plus à un jeu comme au casino. C'est plus quelque chose de… Ouais, c'est vraiment comme un jeu, en fait. Je dis, c'est souvent comme la roulette et après, c'est tu choisis de miser sur le rouge ou le noir et puis tu attends de voir si tu as gagné ou pas, quoi. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Le trading, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste que c'est un vrai travail. Il faut avoir une vraie expertise. Et si vous voulez faire ça, vous pouvez y aller. Mais ce n'est pas juste en dilettante comme ça pour s'amuser et pour faire comme au casino. Deuxième chose, dans les CELI et les REER, vous n'avez pas le droit, donc si c'est trop fréquent, d'acheter et vendre comme ça. C'est-à-dire que si vous faites des transactions quotidiennes, le gouvernement va considérer ça justement comme un travail et il va vous taxer. Donc, faites très attention de ne pas faire d'achat-vente trop fréquents d'actions dans des CELI et REER. Évidemment, attention à la diversification. Donc, ça, je reviens à ça. Quand on fait du trading, c'est souvent plus difficile de vraiment bien diversifier ses investissements. Attention aux impôts et attention aux effets de mode. Donc, c'est un peu ce que je disais avant. Attention aux gros titres, aux choses qui, on a l'impression que, ah ben oui, il faut y aller, il faut le faire parce que tout le monde le fait. Souvent, quand on en entend parler et qu'on n'est pas à l'intérieur de ça, qu'on n'est pas vraiment attentif à ça avant, quand le grand public en entend parler, c'est déjà trop tard. Donc, dites-vous que si vous en entendez parler parce que vous l'avez vu passer sur Facebook, c'est souvent déjà trop tard. Donc, restez pas sur ces informations-là. Faites attention aux effets de mode. Et en général, l'investissement sur le long terme a été plus généralement récompensé. C'est-à-dire que si vous arrivez à contrôler vos émotions, à rester investi et à investir sur le long terme, il y a plus de chances statistiquement que vos investissements grandissent. Et c'est sûr que c'est moins excitant peut-être que de voir au quotidien qu'on a gagné de l'argent, etc. Mais sur le long terme, c'est payant. Donc, faites attention à ça. Maintenant, au niveau des cryptos, alors nous, on n'est pas du tout une équipe spécialisée en les cryptos, même si au niveau personnel, chacun on en a peut-être un petit peu et puis on regarde ça de près, mais on n'est pas des experts.
on n'est pas là pour donner des conseils sur quoi acheter au niveau des cryptos. Par contre, en tant que conseiller, moi, ça m'arrive souvent de donner des conseils généraux par rapport à l'investissement sur les cryptos, et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Donc, la même chose que quand je suis face à un client et qu'on parle de crypto. Moi, ma première réponse, c'est pourquoi pas. C'est une façon de diversifier tes investissements, donc pourquoi pas. C'est pas, enfin, voilà, ça fait déjà plus de 10 ans que ça existe. Ça a l'air d'être là pour rester. Donc, c'est pas mauvais dans l'absolu, donc il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'il faut faire hyper attention, c'est de ne pas investir ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Parce que les cryptos, c'est ce qu'il y a de plus volatile en ce moment. On a vu le Bitcoin perdre un tiers de sa valeur en quelques jours. Enfin, c'est des choses qui varient, qui fluctuent très rapidement. Donc, il faut quand même être prêt à perdre l'argent. Et c'est ce que je disais tout au début en parlant de risque, il faut être prêt à avoir un niveau de risque qui est très élevé, enfin, une résistance psychologique au risque qui est très élevée. Faites attention parce qu'il y a beaucoup d'impôts à payer, ça ne peut pas être mis dans des CELI, des REER, enfin, pas de manière brute, on va dire. Donc, faites attention aux impôts si vous faites des gains. Et si vous faites trop d'achats-ventes aussi, ça peut générer des gains et à ce moment-là, c'est des impôts à payer. Faites attention aux pièges, aux arnaques, on en voit régulièrement. À chaque fois, je me dis, je ne sais pas comment certaines personnes se sont fait avoir, mais certainement en suivant l'effet de mode, etc. Faites attention à ça. Je dis souvent, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai dans la finance. Donc, faites hyper attention à ça. Ne croyez pas à tout ce qui se dit et regardez bien avant d'investir. Et pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, les cryptos ne sont pas du tout, en tout cas pour le moment, pas du tout quelque chose d'écologique. Ça génère beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie et ça brûle beaucoup d'énergie. Donc, pas écolo du tout. Ce n'est pas dit qu'on ne va pas trouver un moyen de le faire plus écologique dans le futur, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Au niveau des assurances vie maintenant, on va en parler rapidement, mais en fait, on va avoir, il me semble qu'on a un des webinaires plus tard dans l'année qui va en parler plus précisément. On sait tous que bon, le but principal d'une assurance vie, c'est protéger vos proches, ça peut être protéger sa compagnie si on est propriétaire d'une compagnie. L'assurance vie, c'est vraiment ce but-là de protéger financièrement. Par contre, pour ceux qui, alors c'est vraiment pour ceux qui en général ont déjà maximisé d'autres actifs comme, qui ont déjà maximisé d'autres comptes comme les CELI, les REER. Dans ces cas-là, on va pouvoir aller regarder vers de l'assurance vie permanente qui va permettre en fait de générer une valeur de rachat, qui va permettre de cumuler des dividendes des fois sur le long terme. Et donc là, à ce moment-là, l'assurance vie devient aussi un actif qui est, bon, alors j'ai mis alternatif parce qu'en fait, c'est utilisé moins souvent. Je dis c'est souvent utilisé pour des gens qui sont plus à l'aise avec, qui ont plus d'argent et plus d'argent à épargner. Mais ça peut être très, très bon au niveau de la planification successorale, évidemment, mais aussi au niveau d'une épargne à long terme qui va compléter, qui va venir diversifier les autres investissements que vous avez. Donc, assurance vie, pensez-y et écoutez vos conseillers. Quand le conseiller le propose, c'est que en général, ça vient en plus, donc il faut faire vraiment attention quand même. Je ne vais pas proposer de l'assurance vie comme actif à quelqu'un qui n'a rien dans ses CELI, qui n'a pas d'épargne du tout, qui n'a pas de REER. Non, ça vient vraiment en plus de ça. Mais quand vous commencez à faire des gros salaires, quand vous avez votre propre compagnie et que vous faites des gros chiffres d'affaires, etc., là, ça peut commencer à devenir très intéressant pour la protection, évidemment, et comme catégorie d'actifs. Donc, pensez à tout ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, on va les poser à la fin. Je vais finir sur la dernière partie qui parle des valeurs, en fait, qui parle des investissements responsables et de ces valeurs-là, en fait. Parce que, oui, investir,
on est tous contents, entre guillemets, de pouvoir faire grandir ou en tout cas fructifier nos épargnes, de pouvoir investir dans plein d'actifs différents, de diversifier tout ça, etc. Mais certains d'entre nous se posent des questions sur comment faire pour le faire de manière plus responsable. Et ça vient du fait qu'aujourd'hui, on a conscience de tous les problèmes clés de notre société, c'est aussi l'avantage d'être tous connectés, etc., et puis d'avoir l'accès à l'information qui est très rapide et très facile, c'est qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on n'est pas au courant au niveau de la pollution, au niveau de la santé, en particulier en ce moment, au niveau de la nourriture aussi, tout ce qui est alimentation, agriculture, au niveau social. Donc, tous ces problèmes, on en a conscience. Et jusqu'à maintenant, on nous disait beaucoup, en tout cas certains experts, entre guillemets, financiers, disaient beaucoup qu'il fallait choisir. Donc, quand vous voulez investir sur le marché, par exemple, parce que c'est de ça qu'on parle exactement ici, si vous voulez investir sur le marché et choisir des fonds, comme on disait tout à l'heure, les fonds communs, par exemple, qui fassent une différence, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on essaie de choisir des fonds qui sont un peu plus proches de nos valeurs et qu'on fasse attention à ça, il fallait choisir. On nous disait, vous ne pouvez pas faire des performances et en même temps investir de manière responsable, durable. Il fallait choisir entre les deux et voilà, des fonds durables, soi-disant, ne faisaient pas aussi bien que des fonds qui n'étaient pas durables et qui investissaient de manière plus générale en fermant un peu les yeux. Ça, c'est complètement faux. Ça s'est avéré être complètement faux ces dernières années, mais en plus, on remarque que dans les 20 dernières années, tous les fonds qui étaient un peu plus durables, un peu plus responsables, n'ont pas nécessairement moins bien performé. Donc, c'était plus une croyance et une facilité pour souvent détourner l'attention de quelque chose qu'on n'avait pas encore de disponible. Des fonds responsables, durables, jusqu'à il y a quelques années, c'était très, très ponctuel. La plupart des compagnies d'investissement n'en avaient pas. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, je voulais aujourd'hui vraiment vous parler de la base de ces fonds-là et de voir un peu comment ça fonctionne pour que vous soyez au courant. Parce que le but, c'est vraiment d'être au courant de comment ça se passe pour ensuite pouvoir aller le demander, pour pouvoir aller l'exiger et travailler avec ces fonds-là et investir dans ces fonds-là. Donc, la base des fonds, vous allez souvent entendre parler, on parle de facteurs ESG. Donc, ESG pour environnement, social et gouvernance. Environnement, vous comprenez ce que ça veut dire. Social, ça va être plus conditions de travail, santé, sécurité, communauté locale, évidemment, ça c'est les plus importants, mais il y en a plein de facteurs. Gouvernance, on va plus parler de diversité au sein du conseil d'administration, au niveau des conflits d'intérêts, rémunération des dirigeants. Donc, vous voyez que ça résume, en fait, le ESG résume les problèmes clés dont je parlais la slide précédente. Et aujourd'hui, la plupart des compagnies, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compagnies encore qui ne fassent plus d'analyse ESG, ou en tout cas, elles vont être regardées et mises de côté si elles ne le font pas encore. Elles vont faire des analyses ESG de leur situation, donc des analyses de tous ces facteurs-là, en plus de leur analyse financière. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on regardait surtout l'analyse financière, c'est-à-dire regarder comment une compagnie se comportait et quelle était la situation de la compagnie au niveau financier pour voir si c'était un bon investissement dans le futur ou si ça allait être une compagnie qui allait croître, etc. Maintenant, on demande à ces compagnies aussi l'analyse ESG. Donc, on demande qu'est-ce qu'ils font par rapport à tous ces facteurs-là, environnement, social et gouvernance, et on va l'intégrer à notre analyse d'investissement pour pouvoir investir dans des compagnies qui, en plus d'être bien au niveau financier, sont bien au niveau ESG. Alors, il y a des compagnies privées qui vont même faire comment on appelle ça, des tops en fait de toutes les compagnies en fonction de leur notation ESG et qui vont faire ces classements
Et après, les compagnies d'investissement vont des fois simplement se baser sur ces classements et dire, nous, on investit simplement dans le top 300 de ces compagnies-là parce qu'elles ont une bonne notation ESG, etc. Donc, c'est pour ça que ESG, l'idée de ces facteurs-là est très bien, c'est un très bon début, mais ça ne reste qu'une base pour les compagnies d'investissement qui vont construire des fonds d'investissement. Il y en a beaucoup qui vont simplement se baser sur ça, qui n'iront pas plus loin. Donc, c'est simplement une sélection des compagnies en disant, ces compagnies-là, dans l'absolu, sont bonnes au niveau ESG et sont aussi bonnes au niveau financier. Donc, on prend moins de risques et en plus, on sait qu'elles vont performer sur le long terme. Donc, voilà. Donc, ils vont choisir les compagnies dans les fonds qui mettent en place de cette manière-là. C'est vraiment qu'une base. C'est le minimum, je dirais. Aujourd'hui, pour moi, ça devrait être le strict minimum pour toutes les compagnies qui font des fonds communs, qui proposent des fonds. Ça devrait être le strict minimum. Maintenant, on peut aller plus loin. Certaines compagnies d'investissement vont déjà plus loin, évidemment. L'étape suivante, c'est d'exclure automatiquement certains secteurs. On va exclure le secteur du tabac, des fois le secteur des jeux. Quand je dis des jeux, c'est les jeux d'argent, casino, etc. Le secteur du nucléaire, souvent qui est exclu aussi. On peut même aller jusqu'à l'exclusion quasi totale de tout ce qui est énergie fossile. Donc, il y a certains fonds qui vont vers là. Ce n'est pas encore très répandu, il n'y en a pas beaucoup. Mais l'exclusion est quelque chose qui, évidemment, et je n'ai pas parlé des armes, etc., évidemment, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Certaines compagnies décident de ne pas le faire, toujours, de compagnies d'investissement décident de ne pas exclure, mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est bon de le demander, de dire quels sont les fonds qui permettent d'exclure des grands domaines comme ça, qui peut-être sont moins éthiques ou qui ne correspondent pas à vos valeurs. L'étape suivante, qui est encore moins répandue en ce moment, mais bon, ça s'en vient, ça commence à germer un petit peu partout dans les compagnies d'investissement, c'est pour générer un impact, donc un vrai impact social, un vrai impact environnemental, mais quelque chose qui est mesurable. Donc, après, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un calcul savant qui va dire si on a combien, quand on investit dans ce fonds-là. Donc, $1 million investis dans ce fonds X va permettre d'économiser en 2021 tant de tonnes de CO2, tant de tonnes de déchets, tant de tonnes d'eau, etc. Donc, comme je disais, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas très, c'est pas concret, on a vraiment économisé ça, mais ça oblige en fait, et c'est ça que j'aime bien dans cette idée d'impact mesurable, c'est que ça oblige les compagnies d'investissement à prouver qu'un dollar investi dans leur fonds responsable a un vrai impact sur l'environnement, sur le social, et qu'on peut le prouver, qu'on peut le montrer, le pointer du doigt. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui va se répandre de plus en plus, pas que pour moi, ça va se répandre de plus en plus, parce que ça permet de prouver, en fait, comme la performance permet de dire, ce fonds-là, l'année dernière, a performé de telle manière-là, il a permis de croître de cette manière-là, on va pouvoir prouver que ce fonds-là a aussi un vrai impact social et environnemental. Et au final, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est les compagnies d'investissement qui vont aller plus loin qu'un simple criblage, qu'une simple sélection, et même qu'une simple exclusion, qui vont vraiment s'impliquer en votre nom et responsabiliser les compagnies dans lesquelles ils investissent. Parce que nous, en tant que petits investisseurs, si vous investissez dans une compagnie quelques milliers de dollars, vous ne pesez pas grand-chose dans cette compagnie-là, en fait. Vous n'avez pas vraiment de pouvoir. Alors, c'est peut-être bien parce que vous dites, j'encourage cette compagnie-là en investissant dedans, mais vous n'avez pas vraiment de poids dans cette compagnie. Par contre, quand vous investissez dans un fonds, là, c'est des millions de dollars et là, ça a un vrai poids dans certaines compagnies. Donc, la compagnie d'investissement en arrière de ce fonds-là peut dire, nous, on s'assoit à la table de ces compagnies-là, on est force de proposition, donc on vient proposer des changements.
Et on vient responsabiliser les compagnies et leur dire, vous devriez aller dans ce sens ou dans cet autre sens si vous voulez qu'on reste investi chez vous avec tous les investisseurs en arrière de nous. Donc, tous les millions de dollars en arrière de nous que représentent nos investisseurs tous ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qui se voit pas partout et c'est encore assez rare. Mais ça se fait de plus en plus. Enfin, j'ose espérer que ça va se faire de plus en plus. Qu'au moins, en investissant dans un fonds, on sait que on essaye de faire une différence, même si nous, en tant que petit investisseur, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on fait confiance à la compagnie qui gère notre argent, qui investit notre argent. Tout ça pour dire, si vous voulez investir sur le marché et que ces sujets-là vous intéressent, parlez-en. Alors, si vous avez déjà un conseiller, parlez-en à votre conseiller. Si vous n'avez pas de conseiller, vous pouvez venir nous en parler à nous. Alors, nous, on est habitués à avoir ce genre, à gérer ce genre de demande. Donc, on vous trouvera des fonds qui vous correspondent. Et on sera là aussi pour vous expliquer plus en détail. Mais ça, c'est important de connaître au moins les bases. Repenser à ESG, vous allez en entendre parler. Et vous pouvez retrouver cette présentation-là de toute façon en ligne si vous voulez vous référer exactement à ces étapes-là. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Et surtout, si on le demande de plus en plus, les compagnies d'investissement sont déjà en train de changer. Donc, c'est une vraie responsabilité qu'on a si c'est ce qu'on veut faire avancer. Donc, voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas. Nos courriels, c'est notre courriel de la compagnie est là. Nos LinkedIn sont là. Vous avez nos noms. Vous pouvez nous trouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, vous n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Et ça nous fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Donc, merci Naufel. Je te laisse gérer les questions. Je ne sais pas s'il y avait déjà des questions.